Bonjour à tous, bienvenue aux spectateurs qui nous rejoignent pour ce webinaire préalable au débat agronomique 2022. On va attendre quelques secondes que tout le monde nous rejoigne et pendant ce temps-là, on va vous rappeler quelques principes. Donc vous avez deux modalités pour interagir. Un onglet discussion sur lequel vous pouvez participer, enfin vous pouvez présenter, donner des informations, dire bonjour à tout le monde. Et le second bouton qui s'appelle Q&R comme questions et réponses, où nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos questions tout au long de la présentation. Et on les regroupera à la fin par thématique, ce qui permet d'une part de ne pas en oublier et d'autre part de les regrouper un peu par intérêt et pour avoir plus de cohérence. Petit rappel du cadrage et présentation de notre intervenant d'aujourd'hui. Donc, on est en préalable du débat agronomique 2022 qui est basé sur un constat qui est que la disponibilité en eau est modifiée et continuera à l'être à partir de deux grands facteurs. Le premier étant le changement climatique en cours, qui mène notamment à des épisodes d'excès d'eau, des épisodes de sécheresse et des répartitions des apports, une répartition des apports plus hétérogène au long de la saison de culture. Donc ça, c'est le premier grand facteur de changement. Le second, c'est qu'on a une évolution des systèmes de culture vers plus d'agroécologie, plus de diversification, qui se traduisent notamment par un moindre travail du sol. Forcément, il y a des hétérogénéités, mais globalement, on a quand même une tendance vers ça. On a une couverture végétale plus importante, que ce soit avec des couverts réglementaires, des cives ou des espèces à cycle plus long, et on a éventuellement des nouvelles espaces cultivés. Ces deux grands facteurs nous amènent à poser la question au sein de l'Association française d'agronomie et en partenariat avec l'Association française pour l'étude des sols, au sol et changement climatique, quelles implications pour les pédologues et les agronomes. Donc, c'est un débat qui aura lieu le 17 mars 2022 de 14h à 17h au sein d'AgroParisTech rue Claude Bernard à Paris. Et c'est aussi ouvert à tous, c'est ouvert à tous en présentiel et aussi en distanciel où on rediffusera en direct. En préalable de ce débat, on vous proposait 3 webinaires. Un la semaine dernière sur des résultats du projet Bagage présenté par Vincent Bustillo, qui traitait notamment une comparaison entre deux systèmes de labour et agriculture de conservation des sols et stockage et circulation de l'eau, à revoir en replay. La semaine prochaine, 2 coopératives qui viendront témoigner, la SCAEL qui est en Centre-Val de Loire et les vignerons du Pays d'Anserune qui sont dans l'Hérault, sur les constats, les impacts déjà ressentis du changement climatique pour ces deux structures. Et aujourd'hui, nous sommes avec Eric Soquet, à qui je vais laisser la parole, qui va se présenter et qui va nous présenter son exposé. Merci Jérôme, bonjour à tous. Donc, je suis Eric Soquet, je suis directeur de recherche en hydrologie à INRAE, donc basé à Lyon-Villeurbanne. Donc, je suis hydrologue de formation et hydrologue au quotidien. Et également, j'exerce un certain nombre de fonctions pour l'établissement. Je suis chef de département adjoint du département Aqua, qui réunit toutes les forces vives d'INRAE sur la thématique aquatique, que ce soit les aspects quantitatifs, qualitatifs ou même écologiques. Et puis, enfin, j'ai une dernière casquette qui est animer un programme interne qui s'appelle un métaprogramme sur les questions d'adaptation et atténuation de l'agriculture et de la forêt face aux enjeux du changement climatique. Donc voilà, donc, quelque chose de relativement large. Et aujourd'hui, je vais me centrer sur mes activités de base de chercheur en essayant de vous donner quelques éléments sur le cycle de l'eau et surtout l'impact du changement climatique sur les aspects principalement débit, puisque c'est mon domaine, en essayant de vous apporter quelques éclairages supplémentaires également sur le climat. En tout cas, on ne peut pas parler du changement climatique sans évoquer d'abord le climat, qui est le forçage principal des évolutions du débit. Voilà, donc je vais commencer donc cette présentation après m'être présenté. On va commencer par cette première diapo, un petit peu qui donne un peu des éléments de contexte relatifs au changement climatique.
Bon, un fait qui est indéniable, hein, qui concerne la composition de l'atmosphère, hein, une modification de cette composition qui est due aux activités anthropiques, donc avec des émissions de gaz à effet de serre qui vont modifier cette composition de l'atmosphère de façon assez brutale, puisque en gros, ces changements sont à des échelles de temps qui n'étaient pas n'ont jamais été observés, en tout cas dans les siècles ou dans les millénaires précédents. Donc, on a cette modification de cette composition de l'atmosphère qui, le premier effet, en tout cas constaté, notamment vis-à-vis de ces gaz à effet de serre, c'est l'augmentation des températures de l'air. Et puis, il y a d'autres processus qui ont modifié notamment le cycle de l'eau. Un des processus, on va dire, primaires, hein, ça va être d'augmenter la capacité de l'atmosphère à contenir de l'eau. Également, au travers des températures, de l'élévation des températures, d'intensifier un certain nombre de processus liés à l'évaporation. Et puis également la fonte des glaciers. Et sans parler évidemment des calottes glaciaires. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les surfaces continentales, notamment en France, on a cet effet sur les glaciers qui est également constaté. Donc, on a, si on regarde tous les changements qui peuvent perturber le cycle de l'eau, on les perçoit en tant que citoyen et en termes on a des perceptions sur les impacts, notamment vis-à-vis des inondations. Donc, on a une augmentation économique dans un certain nombre de territoires qui sont dus aux inondations. D'autre part, quand on regarde les restrictions d'eau en France, avec un recul qui est quand même relativement léger, hein, si on regarde la base de données Propluvia, on a une impression d'avoir une augmentation des restrictions d'eau. Je parle d'impression, de perception et de constat. Donc, nous, on essaye en tant qu'hydrologue d'apporter des éléments un petit peu objectifs pour essayer pas forcément d'aller jusqu'aux impacts, mais d'identifier les effets du changement climatique sur ces composantes du cycle de l'eau qui ensuite peut avoir contribué pas à ces perceptions, à ces augmentations, à ces changements que l'on perçoit, que les citoyens perçoivent ou que les politiques perçoivent. Et puis, il y a le futur, donc des craintes, un certain nombre de craintes, en tout cas en termes de gestion de l'eau, notamment vis-à-vis de la gestion des risques, des craintes par rapport à l'augmentation du risque d'inondation, des risques de conflit d'usage avec des diminutions de la ressource, et puis également pour tout ce qui relève des écosystèmes, avec éventuellement des défasages entre des cycles biologiques et des crues, du fait de retard ou d'avancée des crues dans l'année. Et puis également avec des débits diminués, des accès réduits à des refuges en période d'étiage. Donc, voilà un petit peu ces éléments de contexte présentés. Alors, par rapport à présent et futur, eh bien, on retrouve un petit peu ces deux éléments dans les deux approches qui sont développées pour appréhender la question du changement climatique. Le premier volet est plutôt dédié à l'observation et l'identification des changements dans des séries longues relatives au cycle de l'eau, hein, j'entends. Donc ça, c'est pour le passé récent et le présent. Et puis également, il y a tous les outils de projection, de simulation qui sont là pour essayer d'anticiper le futur au travers de modélisation numérique avec en entrée des scénarios à la fois d'émissions de gaz à effet de serre et des projections climatiques. Donc, les deux dialoguent, évidemment, d'une part pour le contrôle des modèles, c'est-à-dire en gros les tendances que l'on perçoit aujourd'hui, eh bien, on voit si les modèles vont dans la continuité de ces tendances. On utilise également ces deux approches pour attribuer les changements qui sont constatés, pour voir au travers notamment des simulations numériques si en gros c'est bien le changement climatique qui est le principal responsable des changements ou si c'est d'autres facteurs qui relèvent évidemment pas forcément du climat. Donc voilà, donc les deux dialogues essayent de dialoguer avec des échelles de temps qui sont un peu différentes, mais en tout cas, il y a une continuité entre les deux. Alors, je vais donc commencer par les éléments relatifs à une analyse de stationnarité. Donc là, ici, de manière assez simple, comment ça se passe, hein. En gros, ces analyses de tendance, elles sont d'ordre plutôt statistique. Donc, on a des tests
qui permettent de vérifier une hypothèse. Alors, dans le cadre ici du changement climatique, c'est l'hypothèse de stationnarité, donc l'absence de changement constaté sur une longueur de chronique donnée. Ou son alternative. Donc, on va retenir finalement, le test va nous donner une réponse vis-à-vis de cette question, absence de changement ou présence de changement, sachant évidemment qu'une seule est vraie. Donc, les tests ils vont s'appuyer sur une variable de décision dont la distribution est connue sous l'hypothèse de stationnarité, et une valeur dite anormale, je résume de façon très, très sommaire, c'est-à-dire en dehors d'un intervalle qui est spécifié, conduit à rejeter H0 notamment. Et donc, les tests sont en gros des outils d'aide à la décision. Il n'y a pas de vérité vraie dans ces tests. Il y a toujours des possibilités de se tromper dans la conclusion finale, refuser la stationnarité alors que la stationnarité est vraie. C'est ce qu'on appelle le risque de première espèce, ou d'accepter la stationnarité alors que dans les faits, c'est la non-stationnarité qui est présente. Donc, ces tests sont vraiment très statistiques. Il n'y a pas de physique derrière. Donc, en aucune manière, ces tests ne permettent de conclure sur l'origine des changements. Est-ce que c'est le climat ou est-ce que c'est les autres raisons? Donc, la notion même d'attribution de ces changements se fait en dehors de ce processus d'analyse de tendance. Alors, on va commencer par quelques éléments relatifs aux tendances globales. Alors là, j'ai repris des éléments qui ont été produits et dans le cadre du dernier exercice du GIEC. Donc ici, vous avez deux cartes. Alors, vous avez une représentation très simplifiée de la planète. Donc, vous retrouvez un petit peu les continents. Donc, ici, vous retrouvez la Méditerranée. J'espère que vous voyez ma souris. L'Europe, la partie ouest, le nord de l'Europe, la partie est de l'Europe. Donc, en gros, ce qui nous concerne, c'est plutôt ce secteur-là. Et par un certain nombre de représentations de codes couleurs, vous pouvez identifier les endroits où vous avez eu des tendances, enfin, les études de stationnarité ont conclu à une augmentation, une diminution. Alors, dans le cas ici, en vert, vous avez à chaque fois les augmentations. Et en orange, c'est ce que vous avez en diminution. Donc, sur la partie haute du schéma, vous avez ce qui relève des précipitations extrêmes. Et sur la partie basse, ce qui relève plutôt des sécheresses. Donc, en gros, quand vous voyez ici en vert les polygones en vert, eh bien, c'est qu'a priori, nombre d'études de stationnarité ont conclu à une augmentation des extrêmes en termes de pluviométrie. Quand c'est en orange, c'est plutôt la décroissance. Voilà. Donc, sur le secteur européen, on a plutôt des polygones en vert, avec derrière aussi un examen de l'origine probable, enfin pas de l'origine probable, pardon, du fait que est-ce que ce changement est vraiment robuste ou pas. Donc, et par le polygone que vous avez en grisé, c'est des endroits où on ne sait pas vraiment ce qui se passe, quoi. Et puis en gris, c'est les secteurs sur lesquels on n'a pas suffisamment de données pour avoir finalement une conclusion. Donc ça, voilà pour les extrêmes hauts, on va dire, en pluviométrie. Et puis ici, vous avez les sécheresses. Donc cette fois, en orange, vous avez l'augmentation du phénomène de sécheresse, en vert, la diminution. Et donc, ce que l'on peut percevoir, c'est qu'ici, du côté méditerranéen, on a un signal qui nous dit qu'en gros, on a une augmentation des phénomènes de sécheresse et que, j'ai oublié de préciser, c'est là, ici, par les points, que vous avez en gros l'attribution, le phénomène d'attribution. Donc, probablement, cette diminution est imputable de manière, avec une confiance assez moyenne, au changement climatique. Donc, ça, c'est des éléments à l'échelle internationale. Donc, quand on veut aller un peu plus loin, on peut regarder des éléments au niveau européen. Et donc là, je suis allé chercher des éléments qui ne sont pas de mon domaine forcément de compétences, mais qui sont relatifs à l'humidité des sols. Donc ici, vous avez une carte qui représente un indicateur associé à l'humidité des sols. L'humidité des sols ici est représentée par un indicateur qui va entre 0 et 1, et le 1 étant considéré une humidité des sols constatée, et quelque chose qui est aux alentours de 0, c'est plutôt un sol qui est relativement sec.
Donc, vous avez sur la partie centrale la carte de cette humidité moyenne des sols à l'échelle européenne. Et puis, vous avez sur la droite, vous avez les tendances qui se sont dégagées sur cette humidité sur la période 2000-2019. Donc ici, ce n'est pas des observations, c'est le résultat d'une modélisation hydrologique dont on a repris un des résultats, une des sorties de modèle, qui permettent d'apprécier cette évolution sur les dernières années. Donc, on voit ce que l'on dégage en tout cas de ces premiers éléments à l'échelle globale, c'est qu'il y a un petit distinguo qui se fait au niveau de la Méditerranée par rapport au nord de l'Europe. Et on verra plus tard que ça se confirme. Alors, pour rentrer un peu plus cette fois dans les aspects hydrologiques, on a mené un certain nombre d'études de stationnarité à l'échelle de la France pour identifier des changements à la fois sur les aspects d'étiage, donc les basses eaux, et également sur les crues. Alors, quels sont les éléments techniques un petit peu qui ont été considérés pour réaliser cette étude? Pour réaliser une étude de tendance, il faut un minimum de 30 années. Donc, en gros, parce qu'il y a une variabilité climatique, pour dégager une tendance sur le long terme, on est obligé d'avoir des chroniques qui soient suffisamment longues, sinon cette analyse de tendance ne peut refléter que des variabilités locales, temporelles. Donc, on a besoin de 30 années de données. D'autre part, on a besoin de données qui soient de bonne qualité, c'est-à-dire que les valeurs de débit, elles ne sont pas obtenues directement, elles sont obtenues au droit de stations hydrométriques avec des opérations de conversion entre les hauteurs d'eau et les débits. Et de ce fait-là, vous avez des intermédiaires et des possibilités, évidemment, d'avoir des erreurs qui se propagent au niveau de la métrologie. Et puis, dernièrement, ce qui est peut-être le plus important, c'est que pour détecter des changements vis-à-vis des modifications liées au changement climatique, eh bien, il fallait s'affranchir des actions humaines explicites, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des stations pour lesquelles l'influence humaine était relativement négligeable pour que finalement les changements que l'on puisse constater, eh bien, a priori, soient plutôt du côté du climat plutôt que des actions anthropiques du type gestion de barrage, par exemple. Donc, à titre d'illustration, on a 4000 stations hydrométriques dans la banque hydro et au final, on a un ensemble de l'ordre de 200 stations qui peuvent être sélectionnées, qui répondent à ces éléments, à ces contraintes de sélection. C'est sur ce jeu de données qu'on a travaillé. Un point quand même assez important, il y a une difficulté réelle d'accès à des longues séries non influencées. La plupart des stations hydrométriques ont été positionnées sur des secteurs à enjeu sur lesquels il y a eu des actions anthropiques. Et puis, en plus, ce sont des stations qui ont commencé à mesurer, enfin, donner des débits qui ont été bancarisés, connus à partir des années 60. Donc, ça veut dire qu'on a des fenêtres temporelles qui sont relativement réduites. Alors, voilà ce que donne ce type d'analyse. Alors là, ce n'est pas les 200 stations. J'ai un petit peu menti par rapport à ce que je viens de dire. C'est un jeu de données un peu plus étendu, mais en gros qui reflète ce qui a été fait au niveau des 200 stations. Donc, chacun des points que vous avez représentés ici correspond à une station hydrométrique sur laquelle on a fait l'analyse de tendance. Donc, l'analyse de tendance, elle est ici résumée par des symboles qui sont soit des triangles, soit des ronds. Les triangles, c'est en gros pour vous identifier les tendances à la hausse et à la baisse qui sont jugées significatives du point de vue statistique. Et quand c'est des ronds, ça veut dire qu'il y a des changements, mais en gros qui sont relativement faibles et il n'y a pas, d'un signal fort en termes de modification. Et puis, vous avez le code couleur qui vous donne l'intensité du changement, les évolutions par décennie. Donc ici, ce que vous avez représenté, c'est l'évolution du débit annuel sur la période 68-2018. Donc, alors, ce que l'on voit ici de manière assez nette, c'est qu'il y a une structuration des changements qui est nord-sud, hein, avec un sud avec des triangles qui pointent vers le bas, qui nous indiquent une diminution de la ressource annuelle sur une bonne moitié du territoire français. Sur la partie nord, on a des points en bleu, en orange qui se mêlent sans signal fort qui s'exprime. Donc, voilà ce premier résultat, c'est en gros, plus vous allez vers le sud, plus un changement a été observé sur la période 68-2018. Ça, c'est pour les ressources superficielles, donc la ressource moyenne. Si on regarde cette fois les tendances sur les crues, alors là, j'ai pris un exemple à l'échelle européenne avant d'aller un peu plus dans le détail sur
sur la France. Vous avez ici deux cartes, l'une qui est consacrée à la saisonnalité des crues. Est-ce qu'elles sont plus précoces ou plus tardives, enfin, au fil sur la période qui a été analysée. Et puis, sur la partie droite, la magnitude des crues. Alors, ce que l'on voit à l'échelle européenne, c'est qu'on a des choses assez patchy, hein, c'est-à-dire vraiment très patchwork. Vous avez des tendances et des changements qui se manifestent de façon complètement hétérogène. Alors, plus l'intensité de la couleur est élevée, plus après le signal il est fort. Donc, ce que l'on voit à l'échelle de la France, par exemple, pour la saisonnalité des crues, sur la partie ouest, on aura a priori sur les dernières années des tendances à avoir des crues plus précoces. Si on va vers du côté de la mer du Nord, le nord de la France un petit peu, on a des crues qui sont plus tardives. Donc, on a derrière des changements qui sont différenciés. Alors, je passe les détails, mais on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ces changements, quelle est l'origine de ces changements. Donc, pour la saisonnalité, c'est relativement complexe. On est remonté jusqu'à même à la circulation atmosphérique. Et sur la droite, vous avez donc l'évolution de la magnitude des crues sur un indicateur de crue qui est le débit journalier maximal annuel. Et là, on a également des zonages qui apparaissent. Alors, pour ce qui relève de la France, on a une diminution a priori de l'intensité des crues et sur la partie supérieure, une augmentation de l'intensité des crues. Sur la partie est du territoire, on a toutes les crues qui relèvent plutôt de la fonte du manteau neigeux. Et c'est en gros ces modifications liées à la température et au processus de la neige qui ont conditionné des changements en termes d'évolution de l'intensité des crues. Alors, pour aller un peu plus loin en France, donc vous avez en tête un petit peu ce résultat. Si on regarde ce qui se passe sur la partie méditerranéenne, qui nous a interrogés, hein, donc quand on a eu ces premiers résultats, on est allé voir un peu plus en détail avec le collègue Yves Tremblay pour essayer de comprendre et de voir sur des petits bassins quelles étaient effectivement les tendances. Donc ici, vous avez à peu près avec la même, ce n'est pas exactement la même variable, mais à peu près la même signification et la même représentation, les triangles bleus qui vous indiquent une diminution a priori des débits de hautes eaux que l'on constate sur le pourtour méditerranéen. Et là, quand on regarde l'origine probable de ces changements, eh bien, on peut regarder les pluies. Et là, on constate qu'il y a une augmentation des précipitations fortes sur la même période. Mais ce qui a visiblement fait un effet un petit peu à contrebalancer cette augmentation des précipitations, c'est l'humidité du sol antérieure, qui a été un facteur de contrôle et qui a engendré a priori la tendance à la diminution des débits. Donc, en gros, des effets de compensation, ici, via cette humidité du sol. Donc, un des éléments assez importants à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de hausse généralisée des intensités et des fréquences de crues et qu'elles sont liées vraiment au processus dominant sur les différents territoires. Alors, pour conclure sur cette partie-là, pour ce qui relève vraiment de l'hydrologie, on a peu de stations qui sont propices à des études de tendance. Comme je vous disais, on passe de 4000 à un ensemble de 200. On a des effets antagonistes qui peuvent masquer des changements. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est notamment par rapport à la neige, des effets de balance entre les deux. Un des éléments assez importants, c'est qu'en gros, quand on fait une analyse de tendance, elle n'a aucune capacité prédictive. On imagine que bien qu'il y a une continuité, mais en tout cas, on ne peut pas utiliser des valeurs de tendance, des pentes, des diminutions de X% constatées sur les 20 dernières années pour s'en servir et prédire ce qui va se passer à la fin du 21e siècle. Sinon, vous allez avoir des débits négatifs parfois. Donc, voilà. Et puis, il y a une certaine difficulté d'identifier des tendances dans les extrêmes, c'est-à-dire que pour pouvoir voir des tendances sur les extrêmes, il faut que les extrêmes soient fréquents. Et donc, par définition, les extrêmes ne sont pas fréquents. Donc, bref, on a vraiment une difficulté à qualifier, à caractériser par rapport à ces extrêmes. Autre conclusion, donc vraiment par rapport à ces tendances, il n'y a pas de tendance partagée sur le globe. À l'échelle européenne, on en voit quelques-unes de manière générale, mais elles restent malgré tout régionales. On a des effets sensibles quand le processus dominant est lié de manière univoque à la température, notamment sur des caractéristiques hydrologiques liées à la neige. Je ne vous l'ai pas présenté ici, mais il y a une étude de stationnarité qui a été réalisée sur les Alpes.
Dans le sud, on arrive à des formes de contradiction entre des crues moins fréquentes et un coût croissant des dommages. Et là, ça se réfère vraiment à la vulnérabilité socio-économique des territoires. En France, on a des tendances qui semblent se confirmer sur les étiages et les débits annuels, dont l'intensité des changements elle est structurée selon un axe nord-sud. Et puis, il y a également l'aspect d'intermittence. À l'échelle européenne, ça a été étudié, hein, les tendances. Je ne l'ai pas présenté ici. On voit des petites choses, mais en France, on a peu de stations hydrométriques qui permettent de faire des analyses d'intermittence. Dans tous les cas, on a des soupçons d'attribution, mais on n'a pas de certitude. En tout cas, les études de tendance telles que je vous les ai présentées ici n'abordent pas la question de l'attribution. Alors voilà pour les études de tendance. Maintenant, je vais essayer de passer aux études d'impact. Alors là, j'ai rappelé le schéma assez classique, hein, de modélisation emboîtée, depuis le climat jusqu'à l'hydrologie, en passant des modèles qui se réagissent à grande échelle, qui donnent des forçages climatiques, qui sont ensuite désagrégés à une échelle relativement locale, qui sont des entrées de modèles qui représentent la ressource naturelle, donc les modèles hydrologiques sont mobilisés, et parfois des modèles de gestion donc qui représentent les actions humaines, comme l'irrigation, la réglementation, la gestion des barrages. Et tout ça, in fine, quand vous combinez tous ces modèles, eh bien, vous avez des débits en rivière ou des hauteurs piézométriques. Donc, un élément important à avoir en tête, ce sont toutes des représentations simplifiées qui sont toutes porteuses d'incertitudes. Et donc, tous les résultats que l'on doit proposer, eh bien, évidemment, elles doivent être assortis des incertitudes. Alors, voilà pour une des premières études qui a été menée à l'échelle de la France, qui est une étude pionnière qui s'appelait Explore 2070, qui avait la vocation de permettre d'engager des stratégies d'adaptation à l'échelle du territoire. Vous avez à peu près la même représentation que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des triangles. Donc, chacun des points qui sont représentés ici correspond à une station hydrométrique où des débits ont été simulés pour le futur et on a examiné les changements par rapport au passé. Et donc, vous avez représenté par des triangles qui pointent vers le bas des diminutions et l'intensité des changements qui est représentée par le code couleur. Donc, vous voyez une France qui, à l'horizon 2046-2065, aura une diminution globale de la ressource à l'échelle de l'ensemble du territoire avec des sensibilités différentes selon toujours les processus qui sont actifs. Cette étude est désormais datée puisqu'elle date de 2010 et on est en cours d'une nouvelle étude pour essayer d'actualiser ces résultats. J'y viendrai tout à l'heure. Alors, on va repartir un petit peu des éléments un petit peu globaux. Donc ici, c'est des résultats de CEMIPSIS pour vous donner une petite vision du climat. Alors ici, ce ne sont pas les projections qui sont données pour un certain horizon du 21e siècle, mais c'est plutôt des résultats de simulation étant donné des changements, des accroissements de température et de voir en quoi ces changements de température vont modifier le cycle de l'eau. Donc, vous avez notamment représenté en haut l'évolution des précipitations annuelles conditionnées par un changement de 1,5 degré, de 2 degrés et de 4 degrés. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on a des changements qui vont être très contraints par cette évolution de température. Plus la température va être modifiée, plus après ces changements vont être relativement importants. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est ici, on voit la France un petit peu, et que l'on voit toujours notre secteur méditerranéen qui est représenté par du marron ici, coloré en marron, et qui, en gros, nous signale qu'il va y avoir une tendance à la diminution des précipitations annuelles sur ce territoire. En revanche, la partie nord de l'Europe, elle, serait plutôt bénéficiaire d'une certaine manière avec plus de précipitations. Vous avez également la même chose ici pour l'humidité des sols, où on retrouve également ces tendances sur la partie méditerranéenne. Donc voilà, donc il y a tout cet exercice de simulation ici de CEMIPSIS. Donc les modèles climatiques nous fournissent cette information sur le climat et ensuite on la mobilise dans les modèles hydrologiques. Alors, je parlais d'Explore 2070. Donc, il y a eu une volonté par rapport avec les acteurs de l'eau, type Agence de l'eau, ministère et OFB, de renouveler un exercice national, mais en évitant un certain nombre d'écueils qui avaient été identifiés dans le projet Explore 2070. Donc, un nouveau projet qui s'appelle Explore 2 est actuellement en cours. Il a démarré en 2021. J'en assure la coordination scientifique. Et l'idée, c'est de donner une vision du climat et de l'hydrologie sur l'ensemble du territoire métropolitain, au pas de temps journalier, c'est-à-dire on va fournir des projections, que ce soit de température, de précipitation, d'évapotranspiration, de débit, de piézométrie sur l'ensemble du 21e siècle au pas de temps journalier.
et sur la base de simulations du GIEC récentes en utilisant CMIP5. L'idée, c'est de fournir une hydrologie de référence, c'est-à-dire une hydrologie presque naturelle sur laquelle on pourra bâtir des exercices de prospective et notamment simuler les actions de l'homme sur la gestion de l'eau et du bassin versant. Donc, dans ce projet, il n'y a pas de représentation des usages. Alors, par rapport à la plus-value de ce projet, donc déjà, il y a cette vision du 21e siècle que n'avait pas Explore 2070 parce qu'il a été contraint sur une fenêtre temporelle. Et il y a également le nombre de points de simulation, initialement qui était contraint à 1522 dans Explore 2070. Là, dans le futur, on aura 4000 points de simulation. Et on aura également beaucoup plus de modèles hydrologiques, climatiques, pour mieux cerner les incertitudes. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est d'engager, on a vu que la question du changement climatique est toujours difficilement prise en main par les acteurs, donc c'est de prévoir un volet d'accompagnement mobilisant les acteurs, les principaux acteurs, pour essayer de fournir de l'information utile pour la prise de décision vis-à-vis des stratégies d'adaptation. Et puis, un dernier aspect, c'est fédérer la communauté hydrologique. On voit que la communauté climatique arrive à se fédérer au niveau international. Et nous, on espère qu'en hydrologie, on arrive à se fédérer d'une manière ou d'une autre pour faciliter des exercices de type Explore 2, parce qu'évidemment, il y aura d'autres exercices du GIEC et des besoins de réactualisation qui seront futurs. Donc, voilà un petit peu ici le schéma global. Vous voyez apparaître le volet accompagnement des utilisateurs, le volet scientifique, dont j'ai la charge. Le volet accompagnement des utilisateurs est géré par l'OIO. Donc, on a un certain nombre de comités d'utilisateurs qu'on essaie de réunir le plus souvent possible pour réfléchir autour des différents supports, à la fois de communication, des supports de format, de données. Quel type d'indicateurs climatiques, hydrologiques sont utiles pour eux? Est-ce qu'on doit les calculer? Comment on les fournit? Comment on représente les incertitudes? Et tout ça se déclinera notamment par un MOOC. Pour le volet scientifique, je ne rentre pas forcément beaucoup dans les détails, on produira le climat, l'hydrologie, l'incertitude, et puis également ce qu'on appelle des petits zooms. Un zoom sur les extrêmes, c'est-à-dire qu'on souhaite écrire un rapport spécial sur les extrêmes, sécheresse comme inondation, pour pouvoir justement avoir une vision claire de ces extrêmes et qui soit suffisamment accessible pour les acteurs. Et puis, pour l'outre-mer, on ne les oublie pas, on ne fera pas de modélisation spécifique dans ce cadre-là de ce projet, mais on ne fera un état des lieux des connaissances et on demandera aux acteurs quels sont les besoins spécifiques liés à leur territoire. Donc, vous voyez l'ensemble des partenaires, BRGM, Sorbonne Université, ENS, Météo France, le CNRS, donc IGE et IPSL, Hydrosciences Montpellier et également EDF, avec un cofinancement OFB et ministère de la Transition écologique. Donc, c'est un projet qui va durer jusqu'à 2024, qui a un coût total de 2 millions d'euros et un cofinancement à hauteur de 50%. Quelques éléments un petit peu de précision quand même sur Explore 2. Donc, on utilisera des éléments qui ont déjà été produits par Météo France, donc dans le cadre des projections qu'ils ont appelées DRIAS 2020. Donc là, où j'en ai extrait quelques figures. Donc, je vous laisse vous reporter éventuellement à ce rapport et au site DRIAS sur lequel vous avez ces premières informations et un accès aux données sur des mailles 8 par 8 km sur l'ensemble de la France qui vous donnera des chroniques de température, de précipitation et d'évapotranspiration pour les différents points sur le territoire métropolitain français. Donc, ce que l'on peut retenir sans surprise, c'est qu'évidemment, vous avez une augmentation de la température sur le territoire. Et puis, en termes de précipitation, les projections suggèrent une diminution notable des précipitations pendant la période estivale et un maintien, voire une augmentation des précipitations sur les autres saisons. À titre d'illustration, un premier résultat d'Explore 2. Donc ici, vous avez des simulations sur la Garonne, à Portet-sur-Garonne. Donc, ce que vous avez représenté ici à gauche et à droite, c'est des projections sous 2 RCP, donc le plus optimiste à gauche et le plus pessimiste à droite. Et vous avez représenté par tous ces points, en gros, l'enveloppe des futurs débits possibles entre 1950 et 2100 pour la Garonne.
Donc, ça vous donne une idée voilà, de ce qui nous attend. Dans le scénario plutôt optimiste, pardon, vous avez un maintien des débits. Et dans le cas où vous êtes plutôt dans une situation assez pessimiste, donc pas d'atténuation, pas de stratégie d'atténuation à l'échelle globale, eh bien, vous avez un effondrement des débits. Donc, ce que vous avez représenté, c'est le débit annuel pour cette station. Un autre élément ici, c'est les anomalies de pluie efficaces. Alors, ici, c'est un résultat produit par le BRGM sur 5 projections climatiques qui vont être examinées dans le cadre de projet Explore 2. Vous avez ces anomalies par rapport au temps présent, 76-2005. Et ce que l'on voit pour des secteurs qui sont en rouge, c'est qu'effectivement, vous avez une diminution de la pluie efficace qui se retrouve bien présente ici dans ce scénario, que vous retrouvez également ici. Et vous avez un scénario qui est très contrasté, lui qui prévoit une augmentation de la pluie efficace sur la partie nord du territoire, et tandis que vous avez une diminution de cette pluie efficace sur la partie sud. Donc des éléments assez contrastés. Donc là, ici, c'est les 5 scénarios les plus contrastés qu'on a pris pour montrer un petit peu le champ des possibles. À nous d'exploiter cette donnée et de lui donner un sens, évidemment. Pour finir, quelques éléments un petit peu pour vous dire que ce que je viens de dire, c'est qu'il y a ce que j'ai dit dans le cadre de projet Explore 2, un réel besoin d'accompagnement vis-à-vis de la prise en main du changement climatique. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives. Donc, notamment, il y a l'Atlas de l'IPCC, du GIEC, qui permettent déjà de voir un certain nombre de choses. Il n'y a pas forcément de la donnée, mais il y a des données à voir. Et puis, il y a, via Météo France, le portail DRIAS et son extension DRIAS Eau, qui va héberger notamment les simulations d'Explore 2. Vous avez ensuite un atlas également qui vous produit les résultats. Ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que la construction d'un service climatique et hydroclimatique est quelque chose qui est long, parce qu'il doit être en interaction avec les acteurs. En tant que scientifique, on ne doit pas dire que l'information utile, c'est ça. C'est en gros les acteurs de nous dire quel est effectivement ce qui est utile pour eux. Donc, il y a un certain nombre d'interactions à avoir avec eux. Et puis, il y a également des outils pour valoriser les données climatiques. Par exemple, l'outil Guettari, qui est développé à INRAE et à Avignon, qui prend en main ces éléments-là pour notamment se poser des questions sur les cultures, quel type de cultures sont possibles sur quel territoire. Un dernier point, avant de conclure et je pense vous laisser un petit peu la parole, parce que j'ai parlé beaucoup. Il y a quand même un certain nombre de verrous, notamment liés à tout ce qui est modèle. Donc, il faut savoir que sous changement climatique, tous les modèles seront soumis à des conditions climatiques inédites. Donc, ils sont sans filet, voilà. Donc, il faut vérifier leur capacité d'extrapolation et si les extrapolations sont réalistes ou pas. Évidemment, ils sont en amélioration constante. On a besoin de caractériser les incertitudes. Donc, la manière de le faire que l'on fait habituellement, c'est d'utiliser plusieurs modèles parce que chaque modèle a sa sensibilité qui est propre. Et puis, pour finir, là, je vous ai parlé de ressources naturelles. Évidemment, il y a une nécessité à terme de coupler avec des trajectoires socio-économiques et des modèles de gestion de l'eau pour engager finalement des réflexions sur la gestion de l'eau et les stratégies d'adaptation et d'atténuation. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais garder cette diapo en fond pour peut-être discuter avec vous et répondre à vos questions. Voilà. Alors, je remercie Eric. Du coup, j'ai oublié d'introduire Yves au début du webinaire. Donc, Yves Coquet, qui va peut-être se représenter, mais qui va aussi discuter et regrouper vos questions. N'hésitez pas à les poser du coup dans l'onglet QR. Moi, j'en aurai une ou deux aussi, si vous m'autorisez, Monsieur Coquet. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Eric, pour ce panorama d'hydrologue. On a beaucoup d'informations très intéressantes et notamment beaucoup d'éléments d'informations disponibles, de lieux où trouver de l'information. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a pas énormément de questions pour l'instant. Alors, n'hésitez pas à continuer à en poser. C'est peut-être un petit peu de temps pour réagir, mais néanmoins, il y a une question de Sabine Martin liée au sol. Donc, parce qu'effectivement,
Si on fait écho au webinaire de la semaine dernière, où Vincent Bustillo a présenté des résultats, notamment sur l'impact sur l'eau du sol de l'agriculture de conservation, on voit que l'agriculture de conservation peut modifier assez significativement l'état hydrique des sols, notamment en limitant l'évaporation. Et on a vu que c'était un phénomène très important. En tout cas, c'est un phénomène que tu as souligné au début de ta présentation. Donc, je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce que tu penses de de l'importance du sol, de la représentation du sol dans les modèles, et comment est-ce que ces améliorations en termes de gestion seraient susceptibles d'avoir un impact sur le fonctionnement hydrologique? Alors, c'est une bonne question. Voilà. Non, alors, je vais parler pour les modèles que je connais. Dans la batterie de modèles possibles, il y a des modèles à tout qui ont de structures très, très différentes. On a des modèles distribués à base physique et on va dire à l'opposé, même si ce n'est pas en termes de conception, on a des modèles conceptuels globaux. Et donc, il y a certains modèles qui vont être capables d'essayer, alors je dis bien essayer, de représenter au mieux des éléments relatifs au sol, alors que d'autres vont complètement négliger ce processus parce qu'en gros, ils cherchent à représenter un comportement du bassin versant sans forcément avoir une représentation fine des processus. Donc, il y a certains modèles, ils vont être capables au moins de poser la question, de regarder la sensibilité de leur vision du sol, voilà, dans le modèle hydrologique. Donc, on sait très bien que c'est entre guillemets une des faiblesses, notamment quand on va parler de stratégie d'adaptation, et je sais, pour en discuter avec les collègues plus à agronome et dans le cadre de ma casquette d'animation de métaprogrammes, adaptation et atténuation, on a identifié vraiment le travail du sol comme potentiellement un gain dans le sens positif vis-à-vis du changement climatique pour essayer d'être plus résilient. Par contre, les modèles, évidemment, ils ne sont pas encore… En tout cas, ceux qu'on manipule à l'échelle des bassins versants, qui ont des bassins versants de 50 km², voire là, quand je vous ai montré des points de simulation, on est sur des bassins versants de la Garonne où on a plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, on a 100 000 km² pour la Loire. Donc, ils fonctionnent avec un certain niveau d'agrégation, de résolution. Et donc, il y a certains processus qui, voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas aujourd'hui représenter de manière suffisamment fine, mais en gros, on sait très bien que c'est une des voies d'amélioration des modèles. Il faut qu'on favorise les collaborations entre les hydrologues et puis les sciences du sol. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, pour un exercice national, c'est quand même compliqué, en tout cas aujourd'hui, d'intégrer cette information-là parce qu'on en est pas des balbutiements, mais la représentation de tout ce travail des sols, à ma connaissance, vu de l'hydrologue, est déjà complexe. Et sa représentation fine dans un modèle, il faut déjà avoir compris, il me semble, avant de les modéliser. Donc, voilà, il y a peut-être des choses à retravailler, en tout cas. Comme dit Sabine, on en est au début, effectivement. Avant de passer la parole à Jérôme, justement, je voudrais rebondir sur des aspects d'échelle. Donc, effectivement, on comprend bien qu'il y a des enjeux de gestion au niveau de grands bassins versants, mais jusqu'où vous pouvez descendre en termes de résolution pour la prévision du fonctionnement hydrologique d'un bassin versant ou d'une portion de bassin versant? Alors, pour nous, notre échelle, elle est conditionnée par les forçages de Météo France. Voilà, c'est un peu basique. En gros, Météo France a une réanalyse qui s'appelle Safran
et qui est une analyse qui donne des informations sur des mailles 8 par 8 km, quel que soit le territoire. Alors, ça nous embête un petit peu dans des secteurs du type les Alpes. On sait très bien qu'il y a des processus qui agissent comment dire, à une échelle beaucoup plus fine, mais on est contraint, en gros, par cette échelle-là. Alors, numériquement, on pourrait produire des débits sur tout, voilà. Mais en gros, le réalisme et la cohérence entre les forçages climatiques et les résultats hydrologiques fait qu'on va se concentrer, en tout cas dans Explore 2, on se concentre sur des bassins de plus de 64 km². Voilà, c'est notre échelle de base. Voilà. Ok, très bien. Jérôme, je te passe la parole. Oui. J'en avais juste, il y avait déjà des questions un peu de compréhension là, sur les cartes, notamment une des toutes premières là, où il y a les triangles globalement marron au sud. Ça allait jusqu'à -5 à -10% par décennie. Et c'était genre sur 50 ans. Donc ça veut dire qu'on a déjà du constat de -50% de débit sur certains. C'est à peu près ça, ouais, dans certains. Alors, c'est agrégé, hein, donc, mais alors c'est pas moi qui ai fait la carte, donc comme ça je vais me disculper totalement. Mais oui, on est dans des choses à inférieures à -10%, enfin en gros des diminutions de plus de 10% effectivement sur le territoire. Donc quand on cumule tout, effectivement il y a des endroits où on a des diminutions qui sont de cet ordre-là, de l'ordre de 40 à 50%, quoi. Et ça, on l'explique par, je ne sais pas si tu as le détail, hein, mais sur ces diminutions déjà fortes, alors qu'on n'est qu'au début de ce qu'on nous prévoit. On l'explique comment? Enfin, est-ce qu'on a des explications un peu solides? Alors, je ne l'ai pas montré, mais si vous allez voir sur Climat HD, qui est pareil, un portail de Météo France, vous avez un certain nombre de tendances qui sont réalisées sur les précipitations et sur les températures. Alors, ce n'est pas à jour, dans le sens où, en gros, il y a pas de, ils n'ont pas actualisé par rapport à des données récentes. Je crois que les dernières tendances qu'ils affichent, c'est sur des périodes qui sont avant 2010, hein, de mémoire. Mais ma mémoire peut me faire défaut. Mais vous avez un certain nombre d'indications sur des variables climatiques et qui, au moment de cette structuration, hein, ce que l'on voit sur la France en termes de débit n'est qu'une résultante d'une augmentation des températures et de l'ETP. En gros, pareil, quand on regarde Safran, la base de données salariée analyse Safran, on constate qu'il y a une évolution de la température. Pour les précipitations sur la partie sud du territoire, pour ce que j'ai pu voir, notamment sur le bassin Garonne, c'est qu'on a une légère diminution de la pluviométrie, mais finalement, l'effet pas le plus sensible, en tout cas le plus significatif sur les variables climatiques, c'est principalement la température et le TP. D'accord. Et du coup, j'en ai une en lien direct qui était, est-ce que tu sais si dans la simulation de l'ETP, c'est juste des paramètres physiques, on prend un delta de température ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il y a des prises en compte justement de la composante agricole, qu'est-ce qu'on met comme plante Alors, c'est le TP de Penman-Montes, hein, donc en gros, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coefficients culturaux, il n'y a pas de ces éléments-là qui pourraient intégrer d'une certaine manière la couverture et le type de culture. Okay. Par contre, j'ai des collègues qui vont commencer à le faire, enfin, là, dans les cartes que je vous ai montées de pluie efficace, elles vont être raffinées au travers de la prise en compte du type de culture sur les territoires pour essayer d'être un peu plus fin que utiliser le T0 qui finalement, entre guillemets, n'est qu'un indicateur puisque de toute façon, on ne peut pas évapotranspirer s'il n'y a pas d'eau dans le sol. Donc voilà, donc il y a des petites choses comme ça à nuancer. Pour ça, tout ce que j'ai montré n'est que préliminaire. Hein. Okay. Voilà. Et potentiellement, du coup, laisse quand même une marge de manœuvre plante, en tout cas, type de culture, type de couvert. Enfin, ce n'est pas déjà intégré qu'on utilise des plantes plus adaptées qui transpirent moins. Donc ça... La question souvent, dans le cadre d'Explore 2, c'était vraiment de donner à voir déjà dans le fonctionnement actuel
avec tous les bémols qu'on peut avoir, toutes les limites qu'on peut avoir, notamment par rapport à la végétation, hein, dans les modèles hydrologiques qui vont fonctionner pour simuler l'hydrologie du futur. Il n'y a pas du tout de feedback, il n'y a pas de rétroaction pour intégrer soit des évolutions du paysage, au sens anthropisation ou végétation naturelle. Il y a rien, enfin en gros, il n'y a rien. Il y a cette, voilà, on sait qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable en partie d'intégrer, parce que pour certains, ça dépend également des stratégies des territoires. Hein. Savoir si un territoire va développer l'irrigation ou si au contraire, on va freiner ça, si tel type de culture est amené à se développer, si la vigne, on va l'irriguer partout. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui relèvent plutôt de stratégies socio-économiques et qui parfois sont d'une ampleur tout aussi importante que le changement climatique. C'est ce qu'on a pu voir notamment sur un exercice qui s'appelle, sur un projet R2D2, le projet R2D2 2050 sur la Durance, où on a pu faire cette comparaison en gros entre l'effet du climat et l'effet des actions anthropiques. On voit que... Du coup, qu'en termes d'ordre de grandeur, on a encore une marge de manœuvre. On n'est pas écrasé par l'ampleur. Enfin, peut-être ça dépend si on est dans l'hypothèse pessimiste ou l'hypothèse optimiste. Alors, on aura de moins en moins de marge de manœuvre si on va vers du pessimiste. Voilà. Ça, c'est aussi un message qui est important. C'est qu'en gros, aujourd'hui, on a les moyens d'action pour éviter le pire en 2100. Voilà, ça, c'est une chose. Et on a des capacités d'agir, en tout cas en France, on a des capacités d'agir vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la gestion de l'eau. Ok, merci beaucoup. Alors, une question, un point abordé par Kevin Lelarge au sujet donc, de la recharge hivernale des nappes. On s'est évoqué indirectement avec la problématique des précipitations efficaces, mais notamment en lien avec les zones humides. Et effectivement, c'est un point important que tu n'as pas du tout évoqué, et que forcément en lien avec le fonctionnement hydrologique des bassins versants. Donc, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez des éléments spécifiques sur les zones humides, l'impact sur les zones humides? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, on ne regarde pas les zones humides. Nous, on regarde le fonctionnement du bassin versant. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on va regarder aussi. Alors, je ne l'ai pas précisé. On regarde l'hydrologie de surface, mais on regarde également l'hydrologie souterraine. Et on va avoir également des collègues qui vont s'intéresser spécifiquement à la recharge. Donc, un des produits du projet, ça va être de fournir une estimation de la recharge sur des masses d'eau. Donc, on va simuler, et ça, c'est les collègues du BRGM qui vont faire ça, ils vont simuler ces recharges. Donc, on aura une appréciation à une certaine échelle, pareil, limitée, comme je le disais tout à l'heure, par la résolution spatiale des forçages climatiques, qui est 64 km². Et donc, on aura une appréciation sur un ensemble de points, enfin de zones qui pavent l'intégralité de la métropole. Voilà. Et alors, donc, la zone humide, alors, il y a aussi, quand on a construit le projet, on s'est dit qu'on va fournir de l'information qui sera utile, notamment pour les collègues biologistes, parce qu'en gros, on se dit on va produire des simulations de débit, et ben, eux, ils pourront se saisir de ces résultats pour en déduire un état des milieux. Ça pourrait également être utile pour la qualité même physico-chimique des cours d'eau. Voilà. Donc, si après, quelqu'un veut spécifiquement regarder une zone humide, a priori, il y aura la possibilité d'aller récupérer ces données-là pour en donner d'entrée de modèles qui représentent, on va dire, le fonctionnement de la zone humide. C'est comme ça qu'on a un peu construit les choses. Alors, toujours, Kevin évoquait le problème des retenues de substitution en Poitou-Charentes. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail d'une région, mais en tout cas,
il indiquait que les données Explore 70 n'étaient pas forcément mobilisées. Donc, il y a sans doute aussi un effort de publicité à faire autour de communication à faire autour des outils et données qui peuvent être mises à disposition. C'était un des écueils d'Explore 2070, c'est qu'il n'y a jamais eu de base de données qui concentre l'intégralité des résultats. Et nous, c'est bien ça. Moi, quand j'ai construit Explore 2, j'ai dit je veux que ça serve à quelque chose, donc que chacun puisse aller récupérer, n'importe qui, un citoyen lambda comme un scientifique, peut aller récupérer l'information pour qu'il puisse ensuite la manipuler pour examiner ses propres questions, quoi. Donc, voilà, c'est bien notre envie. Ce n'est pas un projet de recherche, hein, j'ai oublié de le préciser, ce n'est pas un projet de recherche. On est bien là pour diffuser nos connaissances et les porter à connaissance du maximum de personnes. Voilà. Je vois, alors c'est surtout dans la discussion, mais j'espère qu'on pourra conserver aussi ces éléments-là. Il y a par exemple Joseph Levillain qui travaille à l'UMR Silva à Nancy, qui serait intéressé par des collaborations avec les hydrologues. Hein. Et notamment, il avait une interrogation sur les modèles que vous utilisez. Quel modèle hydrologique utilisez-vous à l'échelle locale pour les petits bassins versants ou à une échelle plus large? Est-ce que vous utilisez d'autres modèles à des échelles plus larges? C'est le même modèle qui se décline à l'échelle locale et nationale. Donc, en gros, dans la meilleure des situations possibles, mais je ne pense pas qu'on y arrivera, sur les 4000 points, il y aura les simulations issues de 5 modèles hydrologiques différents. Voilà, donc c'est le même modèle, simplement sa paramétrie, ils fonctionnent tous en ce qu'on appelle en distribué, c'est-à-dire qu'ils ont un découpage interne du bassin versant. Ce découpage prend en compte le fait qu'il y a plusieurs stations hydrométriques. Donc, il y a la capacité à reconstituer les petits bassins en amont. Et puis ensuite, par des phénomènes, enfin pas des phénomènes, mais par des fonctions internes du modèle hydrologique de routage, eh bien, il propage les débits de l'amont vers l'aval, et tout en agrégeant le long du parcours l'ensemble des contributions des sous-bassins versants intermédiaires. Donc, de cette manière, on a quelque chose qui est relativement cohérent entre l'amont et l'aval par ce processus d'agrégation intégré dans le dans le modèle hydrologique. Voilà. Il n'y a pas des spécificités. On ne considère pas qu'il y a un modèle pour les petits bassins versants et un autre pour les grands. Évidemment, dans le cadre de ce projet, on fera des évaluations des modèles. Ça ne veut pas dire qu'on va en choisir un à la fin, mais ça signifie qu'on aura un regard critique sur les capacités des modèles, étant donné le contexte climatique. Par exemple, certains secteurs de type les Alpes, tous les modèles pourraient être mis en défaut parce que les forçages climatiques ne sont pas super. Et ailleurs, un modèle qui soit plus apte à représenter les phénomènes d'intermittence qu'un autre et qui finalement fonctionne mieux peut-être dans le contexte méditerranéen. Voilà. Donc, il y a cette évaluation qui sera également un élément clé du projet. Et parmi ces caractéristiques de modèle, est-ce que vous le fait qu'ils tiennent compte de l'occupation des sols, des pratiques de gestion des sols, est-ce que c'est quelque chose que vous allez regarder ou est-ce que tous vos modèles sont aveugles sur ce point-là ou... Alors, ce qu'on pourra regarder, pour ceux qui prétendent, entre guillemets, c'est ça aussi, hein, j'écoute mes collègues modélisateurs, il y en a qui peuvent prétendre à reproduire certains compartiments du sol, enfin en tout cas certains éléments du cycle de l'eau, d'autres ne le peuvent pas. Comme je le disais tout à l'heure, les modèles conceptuels, qui sont des modèles boîte noire dans lesquels il n'y a pas de physique, on a du mal à croire qu'ils soient capables de représenter ce qui se passe au niveau du sol. Voilà, donc il y en a d'autres où il y a cette capacité. Typiquement, par exemple, il y a le modèle de Météo France qui s'appelle SIM, qui avait été utilisé, enfin en tout cas, avait été utilisé dans le cadre d'un projet qui s'appelait ClimSec il y a quelques années, sur lequel Météo France avait beaucoup travaillé sur ces questions de sécheresse agricole, édaphique, hydrologique,
et avait fait une petite caractérisation de l'évolution des sécheresses à l'horizon, je crois, de la fin du XXIe siècle, ou au moins sur la même période que Export 2070. Donc, il y aura ce diagnostic. Et en fait, moi, je ne demande pas à tous mes modélisateurs de représenter tous les compartiments du cycle de l'eau. Je simplement leur demande à quoi vous croyez dans votre modèle, parce que ce en quoi vous croyez, on va le proposer aux utilisateurs. Voilà, parce que je sais, il vaut mieux faire construire comme ça que de mettre à disposition une donnée dans laquelle finalement le modélisateur dira non, mais ça vaut rien. Voilà, donc on fait un diagnostic en amont qualitatif sur la capacité et le réalisme des processus, enfin le réalisme, la manière dont les processus sont représentés dans le modèle, et c'est ça qui va conditionner la mise à disposition de données. Donc, encore beaucoup de travail amont pour améliorer les modèles. Il y en a à tous les niveaux, donc le sol, la neige, tout ce que vous voulez. Bon, on va peut-être pas étendre nos activités à la neige, mais quoique, du coup, ça doit être pris en compte dans certains systèmes. C'est pas forcément ceux qu'on croise le plus souvent. En tout cas, là, on arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci Eric, et un grand merci Yves pour vos contributions respectives, pour ces données, et qui du coup viennent alimenter le débat du 17, avec, je vous le rappelle, du coup, un dernier témoignage, un dernier webinaire de cadrage la semaine prochaine, le 11, avec les deux coopératives qui viendront du coup faire une remontée directe de ce qu'ils ressentent, sachant qu'on a bien vu qu'entre ressenti, mesure, prédiction, il y a toujours des caps, mais du coup, il y a un ressenti des solutions et on verra ça la semaine prochaine. En vous espérant nombreux le 11 et le 17. Bonne journée à vous tous. Et merci.